Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler des énergies de liaison. Qu'est-ce que l'énergie de liaison? L'énergie de liaison, que l'on note EL, est l'énergie nécessaire pour rompre, pour casser une mole de liaison AB. On obtiendra alors une mole de A et une mole de B. Tout ça est évidemment mesuré dans des conditions standards. Donc, pour casser une liaison ou une mole de liaison, on doit fournir de l'énergie. Alors, l'unité des énergies de liaison, comme c'est de l'énergie, ce sera évidemment le kilojoule. Et comme l'énergie de liaison correspond à l'énergie pour casser une mole de liaison, ce sera donc des kilojoules par mole. Alors, dans votre syllabus, vous allez trouver cette table qu'on appelle la table des énergies de liaison. Et donc, pour chaque type de liaison, vous avez l'énergie de liaison correspondante. Donc, par exemple, la première, prenons la première. Pour casser une liaison brome-brome, il faut fournir 194 kilojoules d'énergie pour casser une mole de liaison brome-brome. Pour casser une liaison double oxygène-oxygène, vous voyez, il faut fournir 498 kilojoules d'énergie. Alors, si on compare la liaison simple, la liaison double et la liaison triple, on prend les mêmes atomes, donc ce sont des liaisons carbone-carbone. Eh bien, pour casser une liaison carbone-carbone simple, il faut fournir, une mole de liaison carbone-carbone simple, il faut fournir 346 kilojoules. Il faut fournir 611 kilojoules pour casser une mole de liaison carbone-carbone et 835 kilojoules pour casser une mole de carbone-carbone liée triple, par une liaison triple. Donc, vous voyez que le type d'atome attaché, la nature des atomes attachés est importante, mais aussi le type de liaison. S'agit-il d'une liaison simple, double ou triple? Alors, je vous propose maintenant de prendre une réaction. Donc, la voici. Donc, une mole de méthane réagit avec 2 moles de dioxygène pour donner une mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Alors, vous voyez que pour réaliser cette réaction, donc cette réaction implique un réarrangement atomique, un réarrangement des atomes. Donc, il y a 2 grandes étapes dans cette réaction. La première étape, nous allons devoir casser les liaisons entre les atomes. Donc, je vais casser une première liaison carbone-hydrogène, je casse une deuxième liaison simple carbone-hydrogène, une troisième et une quatrième pour séparer les atomes. Donc, j'indique bien que j'ai cassé 4 liaisons CH5. Je casse aussi, comme vous le voyez ici, dans les molécules de dioxygène, 2 liaisons double OO. Donc, pour casser les liaisons, je dois fournir de l'énergie. Donc, vous voyez, je vous ai mis une petite flèche. L'énergie, on doit fournir l'énergie pour casser les liaisons. Donc, ça demande de l'énergie pour casser les liaisons. C'est donc un phénomène endothermique. Par contre, pour reformer les liaisons, une fois que les atomes sont séparés, on va reformer de nouvelles liaisons. On va réassembler les atomes. Et donc, pour former de nouvelles liaisons, on va récupérer de l'énergie. Vous voyez, ici, je vous ai mis la flèche dans l'autre sens. On récupère de l'énergie. L'énergie est dégagée. C'est donc un phénomène exothermique. Alors, qu'est-ce qu'on va former ici comme liaison? On va former une première liaison CO double, une deuxième liaison CO double. Donc, j'ai reformé 2 liaisons CO double. Et ici, voici une première liaison OH, une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc, j'ai formé 4 liaisons OH simple. Alors, le point le plus important ici à retenir, c'est que pour casser des liaisons, il faut fournir de l'énergie. Ça demande de l'énergie. Donc, c'est un phénomène endothermique. Lorsqu'on reforme d'autres liaisons, on récupère de l'énergie. C'est un phénomène exothermique. Alors, si on présente ça sous forme d'un diagramme enthalpique, je vous présente donc la molécule d'eau, vous l'avez reconnue. Alors, vous voyez que
quand les atomes sont accrochés et forment la molécule d'eau. La molécule d'eau a une certaine énergie et les atomes séparés ont plus d'énergie. Donc, si vous voulez casser les liaisons et passer des atomes liés aux atomes séparés, vous voyez que le phénomène est un phénomène exothermique, la flèche monte, endothermique, la flèche monte, donc il faut fournir de l'énergie pour casser les liaisons. Par contre, quand les atomes sont séparés et qu'ils se reforment, ils se réassemblent pour former une molécule, vous voyez la flèche, on descend, c'est un phénomène exothermique, on libère de l'énergie lorsqu'on forme une substance et qu'on reforme les liaisons. Bon, je reprends mon exemple. Alors, nous avions vu précédemment que pour faire cette réaction, il a fallu casser 4 liaisons CH et 2 liaisons OO double. Alors, je vais voir dans ma table. Alors, je cherche les liaisons CH. La voici et je vois que c'est 413 kJ par mol. Donc, je sais que pour casser 4 liaisons, 4 moles de liaison CH, j'ai dû fournir 4 fois 413 kJ d'énergie. Alors, les liaisons OO double. Donc, je cherche dans la table. Les liaisons OO double, les voici. C'est 498. Et j'en ai cassé 2 moles, donc 2 fois 498. Alors, 4 fois 413, ça fait 1652. 2 fois 498, c'est 996. J'additionne tout ça et j'obtiens 2648 kJ. Donc, j'ai dû fournir 2648 kJ d'énergie pour casser les liaisons. Et je vous rappelle que c'est un phénomène endothermique. On va faire exactement la même chose pour les produits. Donc, je retourne dans ma table et cette fois-ci, je cherche la liaison CO. La liaison CO double, la voici, c'est 803. Et je vois que je reforme 2 moles de liaison C double. Donc, 2 fois 803. Et je vais aussi reformer 4 liaisons OH. Je vais chercher dans la table OH, il est là, 464. Et donc, 4 fois 464. Alors, 2 fois 803, ça fait 1606. 4 fois 464, ça fait 1856. J'additionne tout ça, et j'obtiens 3462 kJ. Ça veut dire quoi? Et ce phénomène, rappelez-vous, est exothermique. Ça veut dire que j'ai dû dépenser 2648 kJ, mais j'en ai récupéré beaucoup plus, 3462 kJ. Donc, quel phénomène dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, quel phénomène l'emporte sur quel phénomène l'emporte? Le phénomène endothermique ou le phénomène exothermique? C'est évidemment le phénomène exothermique qui l'emporte puisque je récupère plus d'énergie, 3462, c'est plus grand que l'énergie que j'ai dû fournir au départ, qui était de 2648. Alors, je vais faire la différence entre les deux, et donc la différence, je vais peut-être montrer le calcul, donc la différence, je fais évidemment 3462 moins 2648, et je vois que la différence est de 814 kJ. Donc, j'ai dû fournir de l'énergie pour casser les liaisons. J'ai dû fournir 2648. Mais j'ai récupéré plus d'énergie que j'en avais mis au départ. J'ai récupéré en plus 814 kJ. Donc, le phénomène exothermique l'emporte. Donc, le delta H de ma réaction sera négatif, puisque, on l'a vu, le phénomène exothermique l'emporte sur le phénomène endothermique. Et quelle est la valeur? Cette différence, 814 kJ par mol. Donc, voici le delta H de la réaction. Donc, vous venez de voir par cet exercice que on peut trouver aussi le delta H
à l'aide des tables d'énergie de liaison. Alors, petite remarque importante, parce que c'est une erreur que l'on rencontre souvent chez les élèves. Donc, attention, ceci, cette valeur-ci, n'est pas égale à HP. Cette valeur-ci n'est pas égale à HR. Je m'explique. C'était quoi encore HR? HR, c'est l'énergie qui se trouve dans les réactifs, qui est contenue dans les réactifs. 2648, c'est pas l'énergie qui se trouve dans les réactifs, c'est l'énergie que l'on doit fournir pour casser les liaisons. Donc ce n'est pas la même chose. HP, c'est quoi? C'est l'énergie qui est contenue dans les produits. Ce n'est pas équivalent à l'énergie qui est libérée, dégagée lorsqu'on reforme des liaisons. Donc attention, parce que souvent il y a des élèves qui confondent et qui font 3462 moins 2648 en croyant que c'est HP moins HR. Ce n'est pas ça. Donc comment est-ce qu'on détermine le delta H? On calcule l'énergie globale qu'il a fallu fournir pour casser les liaisons. On calcule l'énergie que l'on a récupérée, un phénomène exothermique qui s'est dégagé donc pour former les liaisons. On regarde laquelle l'emporte sur laquelle. Dans ce cas-ci, dans cet exemple, c'est exothermique, mais parfois c'est endothermique. Et donc, si on récupère plus d'énergie qu'on en a fourni, ça veut dire que la réaction globalement est exothermique, donc le delta H est négatif. Négatif de combien? De la différence entre les deux. Alors, certains élèves utilisent un autre truc. Ils disent que le delta H, c'est la valeur que l'on trouve dans endo moins la valeur que l'on trouve dans exo. Ici, la valeur que l'on a trouvée pour le phénomène endothermique, donc l'énergie qu'il a fallu pour casser les liaisons, c'est 2648. L'énergie qu'il a fallu fournir, qu'on a récupérée lorsqu'on a reformé les liaisons, c'est 3462. Et donc, ça donne la même valeur, moins 814 kJ. Ceci, c'est plus de l'ordre du truc, mais bon, ça fonctionne quand même. D'accord? Mais attention, l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire HP moins HR, parce que ces valeurs-ci ne correspondent pas du tout à HP et HH. Voilà, à vous de faire les exercices.